Alors, Boker Tov à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier cours de Mishnah, traité Baba Metzira. Nous sommes, avec ce traité, quasiment au début de Seder Nezikin, l'ordre de la Mishnah 1 sur 6, qui concerne littéralement les dommages, mais en réalité, à partir des dommages, tout ce qui concerne la propriété, les juridictions et leur mode de fonctionnement. Donc c'est très très vaste. Baba Metzira, ça veut dire littéralement la porte intermédiaire. Il y a trois grandes portes, trois grands piliers dans Nezikin. Ce sont les trois premiers traités, mais il y en a d'autres. Baba Kama, première Baba, première porte. Baba Metzira, la porte du milieu. Et Baba Batra, la dernière porte. Aujourd'hui, nous commençons Baba Metzira, où il va être question de deux hommes qui arrivent au Beddin, au tribunal rabbinique, et qui tous les deux tiennent un vêtement. En hébreu de la Mishnah, on dirait un talit. Pas un talit pour prier, mais un vêtement. Et avec chacun une réclamation. Je l'ai trouvé, dit l'un. Je l'ai trouvé, dit l'autre. Ou bien, c'est à moi tout entier, dit l'un. Ou bien, c'est à moi tout entier, dit l'autre. Alors nous verrons en fait ce que cela raconte. Il y a plusieurs histoires dans la même Mishnah. Mais je peux vous dire d'emblée que les cas qui vont nous être soumis ici sont singulièrement, c'est-à-dire particulièrement biscornus. Pourquoi est-ce que la Mishnah utilise les cas biscornus? Parce que les cas simples, c'est ennuyeux et surtout c'est long. Avec un cas biscornu, on peut déduire tous les cas simples. Et je dirais même que le meilleur cas que l'on puisse trouver, ce sera le biscornu à partir duquel on peut déduire tous les cas simples, le plus de cas simples possible. Alors, d'abord, il y a une notion qu'il faut, qu'il faut poser pour comprendre notre affaire. C'est celle qui est au tableau, que j'ai mise ici en hébreu de la Mishnah, mais aussi en français, et enfin en latin. Alors, toute notre affaire dans la Mishnah, c'est si deux hommes viennent au Beddin et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce sont leurs récits qui nous permettent de poser une vérité juridique. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais dans le cas où un homme tient un objet et l'autre le réclame, évidemment, il n'y a pas de question, puisque le principe est, vous l'avez ici au tableau, qui peut me le lire? La charge de la peur. En hébreu d'abord. Hamotzi mechavero alav hara aya. Hare aya. Hamotzi mechavero, littéralement Hamotzi, celui qui fait sortir Mehavero, de son prochain, de son ami, alors en l'occurrence c'est pas vraiment un ami, Alav, sur lui, Hare Aya, la preuve. Alors j'ai traduit mot à mot, mais c'est pas très clair. En français ça donne La charge de la preuve incombe au demandeur. La charge de la preuve incombe au demandeur. En français plus simple, c'est que celui qui me demande une partie de ce que je possède, en disant « oh, ce que tu as dans les mains, en vrai c'est à moi, tout ou partie », ben, c'est à lui de prouver. Hein, ce serait trop facile sinon, n'importe qui peut me réclamer n'importe quoi, au motif que si on est en désaccord, on partage. Non, en espérant que sur la base des accords, on nous fasse partager, on nous oblige à partager. Non, c'est trop facile. Moi je détiens l'objet, le terrain, le bien, et c'est à l'autre, s'il veut, de le prouver. En latin, ça se dit actori incombit probatio. Actori à celui qui réclame, donc incombit in incombe probatio, la preuve. Ça se trouve dans l'ancien code civil, à l'article 1315, anciennement 1315. Le code civil qu'il a initié, un personnage célébré hier pour une victoire, mais aussi pour un sacre. Hier 2 décembre, Napoléon. D'accord, alors c'est une loi du 17 février 1804, en fait, qui rentre dans le code civil. Napoléon est sacré le 2 décembre 1804. Donc c'est avant le sacre, avant d'être empereur, il est encore premier consul. Premier consul. Citoyen, premier consul. Bon, le 2 décembre, c'est aussi la victoire d'Austerlitz, mais ça, c'est une autre affaire, et passablement d'ailleurs, pour son neveu, le coup d'État de Napoléon III. Ne rentrons pas trop dans ces histoires maintenant. Mais cette notion, vous la trouvez un peu partout. Hamotzi mechavero, alav ha reaya.
Alors dans la Gemara, dans la Baba Kama, que vous sachiez, pour votre gouverne, il y a un débat pour savoir d'où ça vient cette règle. Il y a un premier avis, c'est Shmuel bar Nachmani, qui nous dit, ça vient d'un pasouk, ça vient d'un verset. Mi Baal Devarim Gash Alehem, c'est Moshe qui délègue des juges, et il dit au peuple, bon, si quelqu'un a un conflit, qu'il approche vers eux. Yigash Alehem. Seulement qu'il approche vers eux, ça peut se comprendre qu'il leur présente, qu'il présente à eux, qu'il leur approche quelque chose, sous-entendu la preuve. Et donc d'après ce premier avis, c'est un verset qui nous apprend Hamotzi mechavero ala varaya, celui qui veut sortir de son ami doit amener la preuve. Maintenant il y a un deuxième avis, c'est Rav Ashi qui s'étonne, qui dit comment? Il attaque cet avis, le premier. Il dit mais quoi? C'est parfaitement logique. Non mais allô quoi. D'accord, il ne manquerait plus que on puisse partager tout ce qu'on réclame du moment qu'on le réclame. C'est celui qui est malade qui doit aller chez le médecin, dit-il. Donc celui qui a un problème, c'est à lui de le régler. C'est à lui de prouver qu'il a raison. Mais sinon, ce serait trop facile. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a besoin d'un verset pour ça? Est-ce qu'il y a besoin d'un pasouk? Bon, on ne va pas rentrer dans le débat de la Gemara, pourquoi il y a une hésitation. Mais retenons que ça paraît quand même très 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 logique. Tout ça pour dire que notre Mishnah ne parle pas de ce cas trop simple. D'accord? Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui détient et l'autre qui réclame, mais le cas où deux détiennent et les deux réclament. Nous verrons comment ils détiennent, pourquoi ils le détiennent, et qu'est-ce que les dayanim, les juges, vont proposer. Quel sera le din. Ok? Alors, on va traduire ensemble, bien proprement, d'accord, bien doucement, dans un français correct, et ensuite, vous aurez, vous, à retraduire bien. On donnera les raisonnements qui vont avec, et vous aurez, à la fin des fins, à traduire correctement et à me faire tous les raisonnements dans le bon ordre. Ok? Ok. Alors, Mishnah Aleph, la première Mishnah du Perek Aleph, du chapitre Aleph, du premier chapitre. Shnaim Ohazin Batalit. Deux détiennent, saisissent un talit, comprendre un vêtement. Talit, c'est un vêtement du dessus. C'est pas une chemise, c'est pas un sous-vêtement, mais disons une djellaba, une robe, un manteau. Bon, quelque chose d'important, qui a une certaine valeur. Donc, les deux détiennent. Donc, c'est ce qui nous arrive. Nous, les juges, nous voyons ça. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et maintenant, les deux parlent. Zé Omer, celui-là dit, Ani metzatiha. Moi, je l'ai trouvé. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai trouvé. Zé Omer, et l'autre dit, Ani metzatiha, moi, je l'ai trouvé. Donc il s'agit d'un objet trouvé. Il n'appartenait à personne. Comment ça se passe quand ça appartient à personne? Et qu'il faut quand même une condition. Pour qu'un objet trouvé, je puisse moi le posséder, il faut que personne ne puisse prouver que c'est à lui. Ou bien que je puisse déduire que celui qui l'a perdu l'a abandonné. Et je ne rentre pas là-dedans, c'est le deuxième chapitre de Baba Metzia. Mais admettons qu'il s'agisse d'un objet trouvé que j'ai le droit de prendre pour moi, et que je ne suis pas obligé de publier, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de publier cette trouvaille pour éventuellement retrouver son propriétaire, et donc je le prends. Mais le problème, c'est qu'un autre raconte que c'est lui qui l'a pris, cet objet trouvé. Et nous voilà tous les deux au Beddin. Alors, la Gemara explique, ou plutôt les médiévaux Rishonim rapportent que, en fait, ils ne tiennent pas le talit au milieu, parce que tout ce qui est dans les mains est à celui qui tient, mais ils tiennent le talit par les bordures, chacun. Et donc toute la partie qu'ils ne tiennent pas, par les tzitzit si vous préférez, d'accord, par les franges, et le vêtement, le corps du vêtement lui-même qu'ils ne tiennent pas, eh bien est sujet à conflit. Parce que ce qu'ils tiennent dans les mains, c'est à eux. Chacun, ce qu'il tient, c'est à lui. Ce serait trop facile sinon. Donc notre cas biscornu, c'est chacun tient le bord du vêtement, mais le corps du vêtement n'est tenu par personne. C'est là que c'est intéressant. La Mishnah continue et donne une suite du récit, ou peut-être est-ce un autre récit. Nous verrons. Zé Omer Kula Sheli. L'un dit, il est tout à moi. Zé Omer Kula Sheli. Et l'autre dit,
il est tout à moi. Bon, talit en hébreu c'est au féminin. Vous avez kula et pas kulo. Alors est-ce que c'est le même récit ou est-ce que c'est un autre récit? Ouais, c'est un autre parce qu'ils disent là tout est à moi, ça veut dire que ben, ils l'ont. Il ne parle pas de trouvailles. Ouais, là ils ont acheté avec leur argent, mais les deux Ah. ils ont mis sur Bravo. la table. Bravo. Alors, le fait de dire c'est tout à moi, ça veut dire je le possède légalement et pleinement et de manière incontestable. Et quel pourrait être le scénario? Ce serait le scénario de la vente. Comment on se retrouve au Beddin en tenant tous les deux un talit, en disant c'est moi qui l'ai acheté, l'autre il dit non, c'est moi qui l'ai acheté. S'il y a un vendeur, on va convoquer le vendeur et demander monsieur le vendeur, à qui avez-vous vendu? Alors comment ça pourrait se trouver, ce cas biscornu, où il y a vraiment un doute? Alors voici ce qu'on peut proposer, qu'on trouve dans la Gemara, qui est rapporté par les commentaires. On peut proposer qu'il s'agit d'un vendeur qui voulait vendre à une personne, et puis, comment dire, il y a une autre personne qui voulait acheter l'objet absolument, et qui lui met la pression. Et sauf erreur de ma part, il a pris l'argent des deux, ou il y en a un, oui c'est ça, il a pris l'argent des deux, dans la mesure où probablement il y en a un qui lui a jeté l'argent sur le comptoir. Mais il l'aurait pris quand même. Et donc, à qui l'objet est-il vraiment vendu? À celui à qui le vendeur voulait vendre. Ça c'est clair que s'il sait à qui il voulait vendre, et qu'il sait à qui il ne voulait pas vendre, l'affaire est pliée. Il suffit de convoquer le vendeur, et on s'en tirera autrement pour mettre le vendeur face à celui qui n'est pas d'accord avec lui. Non, mais après, peut-être le vendeur il s'est fait corrompre. Alors, s'il est corrompu, Comment on peut le savoir? bonne question. S'il est corrompu, on n'aura pas le moyen de le savoir. Nous, on est obligé de travailler sur l'idée que les gens sont à peu près honnêtes. On va voir, d'ailleurs c'est intéressant, la Gemara va se demander, est-ce qu'il s'agit ici, il y a un menteur dans l'histoire ou bien les deux sont sincères? D'accord? Si les deux sont sincères et que c'est une histoire de malentendu, c'est une chose, mais si les deux sont des menteurs, est-ce qu'il faut faire la loi en fonction des menteurs? D'accord? On verra cette affaire. Pour le moment, partons sur l'idée que tout le monde est à peu près honnête, simplement qu'il y a un malentendu. Le malentendu serait donc le suivant. Je reviens sur mon affaire de vendeur. Le vendeur aurait pris l'argent des deux personnes, sachant que d'un côté c'était de bon gré, d'un côté c'était pas de bon gré. C'était contraint et forcé. Seulement voilà, il ne sait plus qui est qui. Il ne sait plus. Et de bonne foi, il dit écoutez, je suis désolé, je voudrais bien vous aider. Si le Beddin le convoque, le tribunal le convoque, je voudrais bien vous répondre. Le problème c'est que je ne sais plus. S'il devait se souvenir de tout ce qui. S'il devait se souvenir de tout, oui. Alors est-ce que c'est un bon commerçant? Est-ce que c'est un mauvais commerçant? S'il devait se souvenir de tous les passants, c'est compliqué. Ah bah quand même, les clients s'en souviennent, non? Pas forcément. Comment? Pas forcément. Pas forcément. Si on le connaît pas bien. Donc est-ce que c'est bien réaliste ou pas? En fait, peu importe si c'est réaliste. Parce que ce qui importe, c'est la théorie ici. Pour qu'on puisse résoudre tous les cas réels. D'accord? Donc il s'agit d'un cas, peut-être très rare, peut-être pas très réaliste, d'un vendeur qui ne sait plus. Et donc les deux bons hommes arrivent au Beddin, on ne peut rien demander au vendeur. L'un dit c'est moi qui ai acheté en bonne et due forme, l'autre dit non, c'est moi qui ai acheté en bonne et due forme. Il n'y a pas de témoin, le vendeur ne sait plus, et les Dayanim n'étaient pas là, donc on est obligé de faire avec ce que nous avons maintenant, deux hommes qui tiennent un talit et qui racontent quelque chose de contradictoire. Ça marche? Maintenant, voyons quel est le din, c'est-à-dire la loi, comment la Mishnah tranche. Alors il y a un procédé qui existe dans la Torah qui est le serment. On va faire jurer. Il y a des cas où on fait jurer les gens. Ils sont rares, ils sont graves, c'est pas pour n'importe quoi. Je rappelle que faire jurer, c'est une affaire très très sérieuse. Pourquoi? Parce que quand on jure avec le nom d'Hachem, avec le nom de Dieu, et que ça, comment? Alors voilà, donc c'est une chose grave en soi. Après la mise en scène, c'est qu'on enferme quelqu'un dans une pièce noire, on enfermait, faut-il parler au passé, quelqu'un dans une pièce noire avec deux petites lumières, un Sefer Torah dans les mains, dans les bras, on lui parle de choses terribles, on lui dit à quel point c'est grave de jurer, et la personne va jurer, en l'occurrence, savoir le contenu du serment ici.
Alors, on verra que ce serment, la Torah ne le préconisait pas, ce sont les sages qui l'ont instauré dans ce cas précis, et on va voir pourquoi. Juste découvrons comment fonctionne ce serment, sur quoi on jure. Parce que, imaginez que je dise au premier, bon, jure que c'est à toi. Et que je dise au deuxième, jure que c'est à toi. Je vais avoir serment contre serment, et surtout, il y en a un qui a juré à faux. Soit exprès si c'est un menteur, soit pas exprès si c'est un malentendu. Mais dans les deux cas, c'est pas léger, c'est grave. D'accord ? On ne fait pas ce genre de choses. Donc on ne va pas créer ou imposer, faire dire des serments dont on sait qu'ils sont complètement contradictoires, que la vérité de l'un ne peut pas être la vérité de l'autre. Ok ? Donc on va trouver une technique pour que d'un côté, il n'y ait pas de contradiction, et d'un autre côté aussi, pour que ce qui est juré corresponde à ce qui était demandé. Parce que si quelqu'un dit « moi, j'ai tout », et l'enfant dit « jure que tu as la moitié ». Bon, je jure que j'ai la moitié. Alors c'est n'importe quoi aussi, parce que tu as demandé tout. Tu jures la moitié, quelque part c'est un peu faux. Tu voulais tout. Donc tu ne peux pas jurer tout. Tu ne peux pas jurer que tu as que la moitié. Que vas-tu jurer, toi d'un côté et toi de l'autre? C'est ce que nous allons voir maintenant. Vous allez voir, c'est assez malin. Ze yishava, l'un jurera, she'ein lo ba pahot mehetzia, qu'il n'a pas dans ce talit, dans ce vêtement, moins que sa moitié. Qu'il n'a pas moins que sa moitié. C'est habile. Ça peut vouloir dire tout. Ça peut vouloir dire moins que tout, à savoir la moitié, mais du coup, c'est en contradiction avec rien. Veze yishava, et l'autre va jurer, she'en loba pahot mehetzia, qu'il n'a pas dans ce vêtement moins que la moitié. Veyahaloku, et ils le partageront. Alors soit ils le coupent en deux, si ça vaut encore, si le tissu a encore une valeur intéressante, ou la même valeur peut-être, soit ils le vendent et ils partagent l'argent. D'accord ? Et donc on se retrouve avec moitié-moitié, à la condition que chacun jurait dans ces termes un peu biscornus, c'est vrai, un peu bizarre. Alors, normalement, il y a une question qui se pose. C'est qu'a priori ce serment n'était pas nécessaire. De les faire jurer, c'est pas nécessaire. À partir du moment où les deux ont un récit, que je ne peux pas donner tout à l'un, que je ne peux pas donner tout à l'autre, la logique c'est que de toute façon il faille partager. Là pourquoi les faire jurer? D'accord? Et en plus un serment un peu biscornu. Alors regardez bien. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes? C'est que si on ne fait pas jurer et qu'il y en a un qui a menti, et il aura toujours la moitié, c'est trop facile sinon. Il aura la moitié alors qu'il a menti. Alors si c'est les menteurs, c'est pas intéressant. Donc il y a le risque des menteurs, oui c'est vrai. Mais est-ce qu'on fait la loi en fonction des menteurs? Si on fait jurer et qu'il a peur finalement de jurer qu'il n'a pas manqué la moitié alors qu'il n'a rien du tout. Ouais. Alors à la fin il ne jurera pas, du coup on donnera tout à l'autre. C'est bien ce que tu dis, c'est très bien. Tu veux ajouter quelque chose toi? Tu es d'accord avec ce qu'il dit? Ouais. Oui. On est d'accord. Alors, en fait, il ne s'agit pas forcément des menteurs, il faut aussi qu'on réfléchisse pour les honnêtes gens. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui est trouvé. Si je sais, moi, qu'en allant au Beddin, en me jetant sur l'objet en même temps que l'autre, en allant au Beddin en disant à la moitié est à moi, donc je suis pas vraiment un voleur, mais je profite d'une situation, sachant que je peux utiliser le tribunal pour arriver à mes fins. D'accord ? C'est à la limite, c'est dans la zone grise, d'accord ? C'est pas malhonnête, mais c'est pas franchement très pur, d'accord ? Très honnête non plus. Donc si je sais qu'il me suffit de me jeter quand je vois un objet au loin, qu'un autre est en train, s'apprête à le saisir, il me suffit de me jeter dessus moi aussi, et d'aller au tribunal avec lui pour dire c'est à moi, je l'ai trouvé, ou bien, dans le cas de la vente, il est à moi entièrement, c'est trop facile. Et que le din qu'il faille partager en deux, c'est trop facile.
En faisant jurer, si je sais que on va me demander de jurer, je ferai moins le malin. Là, chez Vora, le serment aura une valeur dissuasive. Ça permet de dissuader quelqu'un de gruger un petit peu sans être tout à fait malhonnête. D'accord? C'est-à-dire ici, gruger un petit peu, utiliser le Bedin, le tribunal, pour arriver à ses fins. D'accord? Vous avez compris donc l'idée? Donc je résume, ce serment était au fond pas nécessaire, puisque j'ai deux récits, je n'ai qu'à couper en deux, partager, de toute façon c'est la logique. Mais quoi? Les sages ont voulu que le serment dissuade les gens de se jeter sur les objets qu'un autre est en train de trouver, ou bien de forcer la main d'un vendeur en misant sur le fait qu'il va oublier qui lui a mis de l'argent par force sur le comptoir pour lui prendre ou lui acheter l'objet, et qu'ainsi on utilise le Bedin pour arriver à ses fins. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Donc ça c'est ce qu'on appelle la Recha. Dans une Mishnah, il y a toujours Recha, Sefa, Recha, la tête, la première articulation, Sefa, la fin, la deuxième articulation. La première est un peu biscornue, on l'a vu, mais grâce à elle, on a appris plein de choses. D'accord? On peut déduire plein de choses. Alors, il y a une question que je vais soulever, mais on ne va pas la résoudre maintenant, elle se pose dans la Gemara, c'est pourquoi, si j'explique qu'il y a en fait deux cas dans une seule Mishnah ici, dans une seule Recha de Mishnah, à savoir le cas de l'objet trouvé ou bien le cas de l'objet vendu, la question qui va se poser, c'est pourquoi j'ai besoin d'enseigner les deux cas. Si j'enseigne le cas de la trouvaille, je dois normalement pouvoir déduire le cas de la vente. Et si j'enseigne le cas de la vente, je dois normalement pouvoir déduire le cas de la trouvaille. Je n'ai qu'à enseigner qu'un seul. Je n'ai pas besoin des deux. Tu te dis quoi? Les deux, c'est un seul. J'aurais dit, il l'a trouvé, et après, il dit, tout est à moi. Alors, certains expliquent comme ça. C'est dingue. Ouais, il y a certains qui expliquent. La Gemara n'a pas pris ce parti-là. Certains expliquent qu'en fait, c'est le même cas. D'accord? Et quand on les interroge, quand ils disent je l'ai trouvé, c'est pas pour dire j'en prends une partie, je n'ai trouvé qu'une partie, c'est je veux tout. D'accord? Mais la Gemara a imaginé que c'était en fait deux cas. Donc en fait la question se pose sur la Gemara qui a fait cette construction-là. D'accord? Donc laissons la question de côté, mais sachez que ça se pose. Dans la Mishnah, on ne donne pas des cas en trop, en plus, au hasard répétitif. D'accord? Si je donne deux cas, c'est que l'un ne pouvait pas se déduire de l'autre. Il faudra comprendre, imaginer pourquoi. Réfléchissez, ça va cheminer dans vos têtes et vous trouverez. Maintenant, voyons la Sefa. Quelqu'un veut relire la Mishnah? Tu veux relire la Recha? On va relire la Recha et après on attaque la Sefa. Alors, tu lis. Je traduis. Ensemble, vous traduisez. Ouais. Et je vous interroge sur les raisonnements. On va faire comme ça. D'accord? Deux personnes tiennent un vêtement. Pardon, traduisez talit. Vêtements. Quel genre de vêtements? Un manteau, djellaba, etc. L'un dit Animetatia, c'est moi qui l'ai trouvé. Zéomer, l'autre dit Animetatia, c'est moi qui l'ai trouvé. Zéomer, l'un dit Koulacheli, tout est à moi. Il est tout à moi. Il est tout à moi. Zéomer, l'autre dit Koulacheli, il est tout à moi. Zé, Shava, ils vont jurer. Ah non, pas ils vont jurer. Il va jurer. Zé, l'un, celui-là. Yishava, jurera. Jurera, Sheelova Vachot, Mechatia, qui n'a pas moins que la moitié. Qui n'a pas en lui moins que la moitié. C'est-à-dire dans le talit, dans le vêtement. Vézé, et l'autre, Yishava, jurera, Sheelova Vachot, Mechatia, qu'il n'a pas moins que la moitié. Verhaloku, ils partagent. Ils partageront. Et on peut dire impératif, et qu'ils partagent, ou au futur, ils partageront. Comment on partage? Comment on partage un vêtement? On tient un manteau tous les deux, le Badin dit écoutez, débrouillez-vous, vous partagez. Soit on appelle le. Non, c'est pas ça. Soit on le coupe et chacun se débrouille avec la moitié, il se fait une écharpe, comment dire, une gigotière ou ce qu'il veut. Soit c'est quelqu'un qui le donne à l'autre, enfin qui jure quoi. Ah non, c'est pas ça, non. Soit pour le partager, comment on fait? Soit on le vend et on partage les sous. D'accord?
Maintenant, pour arriver jusqu'au partage, d'accord, les sages ont imposé de jurer. On a vu que pour jurer, c'est délicat, il faut trouver une formule où le serment ne serait jamais un mensonge. D'accord ? Ni en contradiction l'un avec l'autre, en disant je jure que j'ai tout, l'autre qui jure que j'ai tout, c'est pas possible. Il y a forcément un qui n'a pas tout. Enfin, personne n'a tout en l'occurrence. Enfin, en tout cas, les deux ne peuvent pas avoir tout. Voilà ce qui pose problème. Voilà. Mais en même temps, ils ne peuvent pas jurer le contraire de ce qu'ils ont réclamé au début, à savoir tout. Donc, formule habile, je jure que je n'ai pas moins que la moitié. Oui, ouais. Après, ça change rien. Alors, si à la fin, ça fait pas un mensonge, ça change rien qu'ils ont super Torah, qu'ils jouent sur le nom d'Hachem, qu'ils ont... Si ça change, c'est que ça les dissuade de dire n'importe quoi. Si c'est vraiment des profiteurs et des menteurs, ça devrait les dissuader. Oui, bah alors ils sont pas... Menteur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un vêtement trouvé, hop, je fais genre que je l'ai trouvé avec lui. En disant, c'est pas grave, il vient de le trouver, après tout, qu'est-ce qu'il s'en fiche. D'accord ? Ou bien profiteur, ce serait je vois quelqu'un en train de trouver un objet, je me jette avec lui pour le prendre avec lui, c'est pas au même moment exactement, c'est peut-être juste après, enfin c'est limite, il y a quand même un malentendu, il n'a pas bien vu, et je me dis je vais profiter du Bedin pour qu'on nous fasse partager. Bon. Normalement c'est pas celui qui l'attrape à 3 non, c'est que le Kinyan. Ouais. Qui est sur lui après. Ah, alors c'est une très bonne question que tu poses. Est-ce que s'il a fait... C'est une très très bonne question. C'est vrai que j'ai oublié d'expliquer une notion très importante en la matière. Pour devenir propriétaire d'un objet, comment ça se passe ? Si je suis dans un magasin, d'après la Mishnah, d'après la Halacha, d'accord ? D'après la loi de la Torah, orale en l'occurrence. Je suis dans un magasin. Je veux acheter un objet. Je donne de l'argent au vendeur. Et je lui dis, voilà, je veux cet objet. Bien, je veux cet objet, je donne de l'argent à un vendeur. Est-ce que cet objet m'appartient ? Pas encore. Non. Non. La règle est, c'est assez curieux, Marot Einan Konot. La monnaie n'achète pas. C'est fort ça. L'argent n'achète pas. C'est révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait que l'objet m'appartient ? Enfin, l'argent n'acquiert pas, plus exactement. Qu'est-ce qui fait que l'objet m'appartient ? Alors, qu'est-ce que tu as dit, toi ? C'est qui l'attrape à partir de... Il faut le soulever, par exemple, pour un objet tel que celui-ci. Voilà, je pense à lui. Je dois le soulever de 3 fachim, 3 points. Un téphar, un point. 3 téphachim, ça fait à peu près 8 ou 10 cm, selon les cas. Sachant que, pour faire simple, un téphar, c'est un 6e de coudée. Normalement, vous mettez 6 de vos points ici, et vous avez la distance qui va de la pointe de votre coude à la pointe de votre majeur. D'accord ? Vous pouvez faire le test. Mais bon, je soulève de 3 téphachim, donc environ 30 cm, avec l'intention d'acquérir. Et celui qui me donne, qui m'offre, ou qui me vend, ou qui me cède, l'intention de me donner, de m'offrir, de me vendre. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle rencontre des consentements, Gmir Darat en hébreu. Et donc je fais ce geste, comme ça se voit. Si l'autre il n'est pas d'accord, il me fait hop, 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 pose ça. D'accord ? Et puis il m'empêche de le prendre. Mais maintenant que devant lui, donc c'est pas du blabla, c'est pas de l'argent, devant lui je soulève l'objet, et on sait que c'est pour acquérir. On appelle ça comment, une acquisition ? Un kinyan. D'accord ? Donc je fais kinyan d'un objet qui se bouge, comme c'est un objet meuble, en le soulevant 30 cm, c'est à moi. Pour un objet trouvé, il est dans la rue cet objet. À quel moment il est à moi ? Quand je fonce sur l'objet, je le prends, je le soulève, donc je vois, d'abord j'évalue que, parce qu'il ne faut pas que je le vole, il ne faut pas que cet objet puisse être réclamé. Donc il y a les conditions réunies, je ne vais pas rentrer dans ces conditions où je me dis, ah bah cet objet il n'y a plus personne ne viendra le réclamer. D'accord ? Ou bien je n'ai pas l'obligation de chercher son propriétaire ou de publier cette trouvaille, donc je le prends, je le soulève, et je peux dire, Ani Metzatia, je l'ai trouvé. D'accord ? Idem chez le vendeur, j'ai mis l'argent sur le comptoir, j'ai pris l'objet, d'accord ? Et le vendeur ne sait plus qui je suis, si je suis le bon ou le mauvais,
Il semblerait qu'il m'ait laissé faire. Et donc, je le soulève et je dis, Kula Sheli, c'est à moi en entier. D'accord? Oui, mais alors, il peut l'arnaquer quand même, Alors, il faut que tu mettes, il faut que tu donnes le vendeur. il faut que tu mettes les panneaux de signalisation. Il va arnaquer qui? Qui va arnaquer qui? Le vendeur va arnaquer L'acheteur? Non. Pourquoi? Il peut le mettre sur le comptoir comme ça, l'argent. Mhm. Et le vendeur il prend. Mhm. Et après il dit non, tu prends pas. Genre il peut garder l'argent pour lui. Ah bah et bonne tu- question. c'est plus un Ah là tu vendeur. parles de manière générale, c'est ça? C'est plus un Ouais. Tu vendeur. parles de manière générale. Oui. Tu as compris le cas qu'il pose. On va le résoudre, ça va être très simple. J'ai quelqu'un qui est dans un magasin, un acheteur. Il pose l'argent sur le comptoir. Le vendeur prend l'argent. Mais il ne permet pas à l'acheteur de soulever l'objet. Donc, est-ce que l'objet appartient à l'acheteur? Non. Non. Mais l'argent est chez le vendeur. Donc, Si le vendeur il a déjà fait comme ça avec est-ce que le vendeur est quelqu'un d'honnête? Non. Il doit rendre l'argent. Forcément. Tant qu'il n'y a pas eu le kinyan, l'acquisition, l'argent qui est chez le vendeur n'est pas vraiment l'argent du vendeur. D'accord? Il n'a pas le droit, a priori, d'en disposer. Ouais, mais si le vendeur il a déjà pris comme ça, par exemple c'est un livre, il l'a déjà Ouais. pris comme ça, il l'a déjà soulevé. Qui? L'acheteur? Non, le vendeur. Le vendeur. Genre, il a déjà Mais il n'a pris pas à le faire parce que c'est déjà lui l'objet. Non, Il l'argent. vend. Ah, ok. L'argent. Quoi? S'il a pris comme ça l'argent. Non, mais l'argent, il n'y a pas à le soulever. Ça ne marche pas comme ça. Ah, Non. ok. C'est que sur l'objet. D'accord? Puisqu'on est dans le kinyan, posons un peu les choses. Si je veux, on va le voir dans la Mishnah, ça tombe bien dans la Mishnah bête, je veux acheter un animal. Ou bien je me fais offrir un animal. C'est d'un éléphant, d'un chameau ou d'un poisson rouge. Comment je fais? Poisson rouge, à la rigueur, je pourrais les soulever. Mais une vache ou un mouton, je ne peux pas les soulever. Enfin, je sais pas vous, mais moi non. Comment on fait? Alors, où on le monte. Attends. Où Attends, ouais, une seconde. Attends, tu veux dire quoi? C'était pas on met un fil, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non. où on monte Ou sur bien l'animal. on chevauche l'animal Ou bien et on le fait un peu avancer, on verra, c'est Mishnah bête. on le- Ou bien on le plus tire. connu c'est Meshicha, on le tire, on le fait avancer d'une patte. Enfin, un pas d'une patte avant, un pas d'une patte arrière. Et s'il ne veut pas bouger? Pas bouger, c'est autre chose. On verra comment on se débrouille. Après, pour une maison, pour un terrain, comment je peux faire? Je peux pas tirer le terrain, Je vais pas chevaucher. d'accord? Idem avec une voiture. Je peux pas tirer la maison, je peux pas les soulever. Comment on Tu vas fait? dedans. Tu le payes, non? Mais on a dit que l'argent ça suffit pas. Bah, tu vas dedans. Comment? Tu vas dedans. Tu dis c'est à moi. Ouais, alors, on verra qu'il y a des cas comme ça où il y a une acquisition où il suffit d'avoir un objet dans mon domaine. On appelle ça kinyan hatser, l'acquisition par la cour, par le terrain. Mais ça, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est. Mais comment je fais pour acquérir le terrain lui-même? On trace un cercle, on dit c'est à moi. Ceci est à moi. Ça rappelle Rousseau. Alors non, voilà comment on procède. Il faut aussi qu'il y ait un geste. On fait ce qu'on appelle en hébreu kinyan halipin. Acquisition par échange. C'est-à-dire, toi, tu as un terrain à me donner contre de l'argent, admettons que ce soit une vente. Moi, je prends un objet qui est à moi, je te donne cet objet. Et en échange, toi, tu me donnes le terrain. Donc, c'est-à-dire que quand toi, tu prends cet objet-là, tu le soulèves, tu fais kinyan, tu fais acquisition d'objet, automatiquement, moi, j'acquiers le terrain. D'accord? C'est un peu comme ça qu'on fait les mariages. Ça y est, en passant. Ouais. C'est pas qu'on acquiert les personnes, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Mais on acquiert des fois un privilège ou un droit. En l'occurrence, le marié, le khatan, donne à la kala, à l'épouse, et devant témoin. On s'assure qu'il y ait bien rencontre des consentements, que tout le monde soit d'accord, l'un pour donner, l'autre pour recevoir et donner en échange quoi? La mariée, la kala, donne en échange le privilège de l'exclusivité, à savoir ce qu'on appelle les kiddushin. Ce n'est pas exactement le mariage, mais c'est ce que la Torah impose comme premier acte avant le mariage, à savoir que la mariée, la kala, donne l'exclusivité au khatan, lui seul pourra l'épouser ensuite. Ça se faisait un an avant le mariage, d'accord? Et comme ça, un jeune homme qui trouvait une jeune fille, ils se plaisaient tous les deux, et il lui donnait une somme d'argent, ou en l'occurrence une bague, aujourd'hui on fait comme ça,
Et on a un an tranquille pour trouver une maison, pour avoir du bien, pour etc., pour s'organiser. Ok. Bon, de nos jours, on fait les kiddushin La bague, c'est sous la choupa, sous le dé nuptial, au moment du mariage. D'accord, on La n'attend bague, pas un an. la bague, ça va être vraiment lui avec son argent qu'il a acheté. Voilà. Et donc vous avez déjà vu faire des mariages, d'accord, où le rabbin demande aux témoins de demander au marié, ou bien il demande au marié devant les témoins, c'est pareil. Est-ce que cette bague, tu l'as bien achetée avec ton argent? Tu ne l'as pas volée, elle n'est pas gagée nulle part, d'accord, c'est bien à toi. Est-ce que madame, moi j'assiste bien quand je fais les mariages pour demander à chacun, est-ce que tu es d'accord d'offrir cette bague à madame? Est-ce que madame, vous êtes d'accord pour recevoir cette bague? Est-ce que madame, en recevant cette bague, vous savez que, et est-ce que vous êtes d'accord pour cela, que vous cédez le privilège de l'exclusivité des kiddushin, ok? C'est l'opération des kiddushin. Mais après, elle guette. C'est autre chose. Comment? Ah bah si quelqu'un dit non, non c'est jamais arrivé. Non. Enfin, ça doit pouvoir arriver, monsieur. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. C'est ballot, quoi. C'est ballot, oui, mais c'est la loi, c'est comme ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on ne peut pas marier contre son gré. En fait, on s'assure bien que les gens savent ce qu'ils font. Et lui et elle. Encore qu'elle n'est pas épousée de force, en l'occurrence. Okay. Bon, donc là vous avez... Alors j'ai parlé ensuite du Kinyan Hatser, pour finir sur cette affaire de Kinyan. J'ai un terrain, et quelqu'un veut me donner ou m'offrir ou me vendre un objet, il le pose dans ma cour, eh bien, ça m'appartient. D'accord? Dans mon terrain. On appelle ça Kinyan Hatser, le fait de le déposer chez moi. Bref, pourquoi on rappelle tout ça? Parce que ça va nous être très utile dans la suite, et surtout parce que notre affaire de trouvaille, ça passe par ça, à savoir, il y a un objet dans la rue, il y en a un qui s'est jeté dessus pour le soulever, et au même moment, quelqu'un l'a soulevé avec lui. Ils vont tous les deux au Beddin, malentendu, c'est acquis. D'accord? Bon. Il faut rappeler qu'ils tiennent par les bordures. S'ils tiennent par le corps du vêtement, ça n'a pas de... Ce qu'ils ont dans la main, ils l'ont dans la main. Il faut que l'autre prouve que c'est pas lui. Il y en a un qui le tient comme ça, et l'autre qui le tient. C'est-à-dire que si comme moi ça. je tiens, par exemple, imaginons que c'est un vêtement, je tiens tout ça dans mes mains, et toi tu tiens là dans ta main comme ça, ce que tu as dans ta main, je ne peux pas te le contester, j'ai pas la preuve. Ce que moi j'ai dans mes mains, tu ne peux pas me le contester, tu n'as pas la preuve. Donc chacun, en hébreu on dira Achiyado Magarat, jusque là où la main arrive, c'est au détenteur de la main, d'accord, à l'homme dont c'est la main. Mais si c'est Mais si, dans les deux. lui, il fait d'un côté, il prend toute sa main comme ça, Ouais. et que d'un autre côté, l'autre, il prend toute sa main comme ça. Ouais. Bah, chacun, ce qu'il a dans la main, c'est à lui. Oui, mais genre si les Alors, deux... on le vend et on le partage. Si, D'accord, on dit voilà, toi tu as 2 tiers, 1 tiers, on vend et on partage en fonction de la proportion. Ça paraît absurde, mais c'est pas le cas. Et là, si les deux, ils tiennent comme ça, normal. Ouais. Et à un coup, il y en a un qui fait comme ça. Ah bah, si c'est devant les Dayanim, Ouais, bon, il n'y a pas de question. Mais Si c'est hors des Dayanim, on n'a pas de témoin. Donc on fait en fonction du récit. Ok? Donc en tout cas, il nous arrive, le cas biscornu, c'est ça qui nous intéresse. Il n'est peut-être pas réaliste, mais peu importe. Il nous arrive chacun en tenant par la bordure. D'accord? Et j'ai un doute, moi en tant que juge, enfin nous en tant que juge, nous avons un doute sur le corps même du vêtement. Et j'ai 2 récits contradictoires. Donc on a vu que la logique c'est de partager 50-50, puisque chacun revendique la totalité, sauf qu'on va les faire jurer pour dissuader les esprits un peu tordus d'agir de la sorte, et on fera en sorte que le serment ne pose pas problème sur ce qui a été dit, et l'un par rapport à l'autre. Faut pas qu'il y ait un serment faux quelque part. Ok? Enfin d'emblée faux. Maintenant voyons la Sefa. Allez, rapidement, parce qu'elle est très facile. C'est un autre cas, c'est le même cas en fait, mais avec un autre scénario. Alors je lis et je traduis. Zé Omer ou la Sheli. Lundi, c'est tout à moi. Zé Omer et l'autre dit Hetsa Sheli. Sa moitié, la moitié du vêtement est à moi. Donc un veut 100% et l'autre dit non, je veux 50%. Alors on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? D'accord? L'un, il semble dire je l'ai trouvé tout seul. L'autre est arrivé après. Et l'autre dit non, nous l'avons trouvé en même temps. Et nous l'avons soulevé en même temps. Du coup, lui, en fait, il a envie de dire, genre, on perd pas de temps, au lieu de dire que nous deux on a eu 100, moi je dis j'ai 50, au moins.
Ah, alors, peut-être c'est un calcul, c'est possible. D'accord? Mais on ne va pas ici présumer qu'il y en a un qui est moins honnête que l'autre. Encore une fois, dans la justice, c'est souvent ça, dans les tribunaux. La vérité réelle, on ne l'a pas toujours. On fait ce qu'on appelle, on reconstitue une vérité juridique. Ça veut dire avec quelle preuve on peut considérer que l'histoire c'est celle-ci. En fonction de cette histoire, que les preuves, les témoignages, parfois l'intime conviction du juge nous permet de construire, on dira qui est le coupable, qui est l'innocent, et celui qui est coupable, à quel degré il est coupable. Et ensuite on regarde dans la loi ce qui est prévu pour lui, et on applique éventuellement la loi. C'est très difficile, d'accord, parce qu'on ne peut pas remonter le temps. C'est ça tout le problème de la justice, on ne peut pas remonter le temps. On n'a pas filmé tout ce qui s'est passé. D'accord, personne n'a filmé, sauf s'il y a des témoins, et on va faire confiance à des témoins pour imaginer le film. Ok? Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, le cas c'est, l'un dit, je l'ai trouvé tout seul, c'est donc tout à moi, l'autre arrive après. L'autre dit pas du tout, nous l'avons soulevé en même temps, donc nous avons moitié-moitié. Alors la loi est la suivante. Ha-Omer, ou la Sheli, celui qui dit c'est tout à moi. Ishava, jurera, she'einoba pachot mishelosha halakim, qu'il n'a pas moins que 3 parts. Ça veut dire qu'on imagine, on divise le talit de vêtements en 4, et donc comme il vend tout, il ne peut pas jurer qu'il a tout, parce que ce sera en contradiction avec l'autre qui dit qu'il a la moitié. Déjà, il aura déjà la moitié. Il ne peut pas dire, puisque c'est comme ça, la partie que je revendique sur laquelle l'autre est d'accord, je la garde, et la partie sur laquelle nous sommes en désaccord, l'autre moitié, en fait, ils sont en désaccord sur une moitié. L'un dit j'ai toutes ces moitiés, l'autre dit j'ai toutes ces moitiés. Et bien sur cette moitié-là, moi je dis que j'ai pas moins que la moitié de la moitié. D'accord? Donc moitié de tout le talit plus moitié de la moitié, cela fait 3 quarts. Veha omer hetsia sheli, et celui qui dit la moitié est à moi, ishava, il jurera, she'en loba pachot merviya, qu'il n'a pas moins que le quart. Ouais. Puisqu'il demandait la moitié, il ne peut pas dire je jure que j'ai la moitié. Mais en même temps, il ne peut pas dire je jure que je n'ai que la moitié de la moitié. Donc il va dire je n'ai pas moins que la moitié de la moitié. En cours, en langage court, qu'est-ce que c'est que la moitié de la moitié? C'est un quart, la fraction. Et ensuite, comment on partage? Zenotel shelosha halakim, zenotel reviya. L'un prend 3 parts et l'autre prend un quart du talit, c'est-à-dire la dernière part qui reste. Bon, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ce cas, est-ce que la seifa ne peut pas se déduire de la recha? D'accord? Pas vraiment. On se dire, parce qu'on va s'imaginer qu'il y en a un qui dise moi j'ai que la moitié, parce que normalement, la plupart du temps, tant qu'on peut avoir plus, on dit plus. Ouais. À part si on est vraiment honnête. Ah, j'ai pas compris ce que je disais en même temps. Tu disais? On ne veut pas vraiment déduire la séfa de la séfa de la Richa. Pourquoi? Parce que normalement, tant qu'on peut avoir plus, on demande plus. C'est bizarre que quelqu'un dise moi j'ai la moitié. Parce qu'il est d'accord en fait que il a peut-être prêt après. Ah, oui. D'accord. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est une belle intuition, il faudrait l'approfondir. Tu dis mais dans le deuxième cas, je serais tenté de dire que il y en a un qui est plus honnête que l'autre, peut-être plus authentique que l'autre. Alors lequel? Je peux dire celui qui a déjà une moitié sûre, qu'on ne conteste pas, il est un peu chier dans sa lite, d'accord? Donc il faut que ce soit lui. Je peux dire aussi que lui judge, que celui qui dit ah mais non mais je n'ai que la moitié, il a l'air un peu plus honnête que l'autre. Il a l'air. Je peux dire aussi ça. D'accord? Il revendique pas tout lui. Il a peut-être raison au fond. D'accord? C'est qu'il a évalué ce qu'il a, etc. Donc pour différentes raisons, j'aurais pu a priori favoriser l'un, ou bien, si je raisonne autrement, favoriser l'autre. Là, Mishnah nous apprend
C'est une belle proposition hein, que nous faisons. On verra si elle tient la route, hein, on verra plus tard. La Mishnah nous apprend que non, on fonctionne exactement comme la Récha, à savoir, ce qui n'est pas contesté, une moitié. Et ce qui est contesté, ben, on fait pareil, le coup des serments sur pas moins que la moitié ou pas moins que le quart. Enfin, oui, c'est ça. Et on partage cette deuxième moitié. Donc, ça fait 3 quarts, 1 quart. Ok? Bon. Allez, qui me relie? Tu veux juste relire et traduire cette dernière partie de la Sefa? Zéomer. Voilà. Zéomer, Kula Sheli, Zéomer, Hetsia Sheli. Zéomer. Ah oui, non, c'est Zéomer. Ouais. Alors, Zéomer, Kula Sheli, celui qui n'a pas. Non, l'un dit, traduisons exactement. L'un dit. Zéomer, Kula Sheli. C'est tout à moi. L'un dit c'est tout à moi. Zéomer, et l'autre dit qui n'a pas. Non, sa moitié est à moi. Est à lui. Est à moi. Est à moi. On est en style direct. Omer Koulacheni. Celui qui dit c'est tout à moi. Celui qui dit c'est tout à moi. Il jurera. Il jurera chez El Lova. Il jurera qu'il n'a pas pahot moins Michelo Shah Hala Kim que 3 parts. 3 parts. Halek, c'est une part. D'accord? Veha Omer est celui qui dit Etzia Sheli, la moitié est à moi. Il jurera qu'il n'a pas dedans. Il n'a pas dans ce talit, dedans, dedans. Pachot Merevia, moins que un quart. Très bien. Et donc, résultat des courses, comment on fait le partage? Zé, Notel, l'un prend et le chat, 3 parts. Zé, Notel, et l'autre prend un quart. Voilà, très bien. Bon, vous allez me réviser ça tranquillement. Donc le principe c'est chacun son tour dit à l'autre et explique à l'autre. D'accord? Il faut que chacun laisse parler l'autre. Ok? Enfin, comme on vient de faire, là où je ne vous ai pas trop laissé parler. Il faut que chacun laisse parler l'autre. Ça marche? Bien. Allez, semaine prochaine, Mishnah Bet. Ok?